Merci à vous d'être présent sur ce meet-up particulier puisqu'il est online. J'espère que vous allez tous à peu près bien malgré le contexte. Aujourd'hui, donc, on a la chance de recevoir Gökhan Zivci, donc, qui est un ami de longue date et speaker international, MVP, Regional Director, donc il connaît énormément de sujets. Aujourd'hui, il va nous présenter un de ses sujets favoris qui est Teams. Euh, voilà. Après, l'objectif, c'est de. Alors, cette session est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver. On publiera le lien vers l'enregistrement après la session. Pour les questions, en fait, si vous avez des questions, vous avez la zone de chat qui vous permet de pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On y répondra en fait à la fin. On essaiera de se faire une petite série de questions-réponses à la fin de la présentation de Gökhan pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à ouvrir le chat et à poser vos questions au fur et à mesure. On fera soit on y répond en live si les questions sont simples, soit on y répondra à la fin de la session. Voilà. Gökhan, je te laisse place. Voilà, merci Gilles, bonjour à tous. Tout d'abord, mes excuses, j'aurais bien voulu être parmi vous à Montpellier, mais malheureusement avec le confinement, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, c'est un petit peu galère pour se déplacer. Donc merci à Joël et à toi Gilles de ramener quand même ce meetup en ligne et pas en physique malheureusement. Donc bienvenue à tous, bienvenue à cette webinaire qui s'appelle donc Become a Microsoft Teams Rockstar, où en fait j'expliquerai en gros comment vous devez utiliser Teams, comment vous pouvez maîtriser Teams, mauvaises choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est surtout bien pour toute personne qui n'a jamais utilisé Teams et qui est forcée aujourd'hui à utiliser Teams parce que voilà, sa boîte l'oblige un peu parce que voilà, il n'y a pas moyen de sortir dehors. Donc je m'appelle Gökhan Zivci, j'ai un accent très belge, j'aime bien prononcer les R, j'aime bien dire 70, une fois une bonne frite. Malheureusement, les frites à Bruxelles, c'est plus possible. J'espère très bientôt. Mais c'est pas le cas. Mon nom de famille est très compliqué. N'essayez vraiment pas de prononcer, pas de l'écrire. Extrêmement compliqué à prononcer. Même moi, il m'a fallu 4 ans, je crois, pour au mieux comprendre ce que ça voulait dire. Et je vous parle depuis donc Bruxelles. Et donc, si vous entendez mes enfants hurler, gueuler, me frapper ou venir, ok, c'est normal. On est tous bloqués à la maison. Donc, Teams, c'est quoi Teams? C'est quoi que je montre à Teams, c'est un conteneur. Et pas un container comme dans Azure, c'est vraiment un conteneur qui en fait contient multiples services qui sont utilisés dans Office 365. Vous utilisez du SharePoint parce que dès que vous stockez vos documents, tout est stocké dans SharePoint. Vous pouvez utiliser le plateforme Dynamics, que ce soit pour Flow, donc Automate, ou Power Apps pour ramener vos applications, pour même étendre Teams pour d'autres plateformes. Ça utilise l'Office 365 Group. Vous pouvez avoir vos bots, les bots framework qui sont dans Teams. En fait, il faut vraiment voir comme Teams, c'est comme une seule capacité, une seule expérience, un hub de collaboration, de communication qui utilise tous les services et microservices dans Office 365. Pour faire très simple et dire Teams ne serait jamais Teams, par exemple, si SharePoint est par terre, si, par exemple, le Office 365 Group Model est par terre, Teams ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce que ça utilise tous ces services. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Teams va utiliser le modèle d'Office 365 comme on connaît aujourd'hui, plus on pourrait rajouter des modules au-delà de Teams pour étendre cette fonctionnalité et on pourra même créer notre application à nous avec Azure. Pour vous expliquer ça, en quelques mots, je vais juste prendre mon BIC et mon laser pointer. Voilà, vous avez votre Teams qui est juste à votre droite et chaque team que vous allez créer va créer automatiquement un security model dans Microsoft. C'est un groupe de permissions que vous rajoutez vos gens là-dedans et vous pouvez leur donner certains accès, certaines permissions pour accéder à des ressources. Chaque création de groupe va automatiquement créer un site SharePoint pour stocker en fait les documents que vous aurez placés dans Teams.
Et ça va dans l'autre sens aussi. Donc, dès que vous créez un site SharePoint, il va automatiquement créer un groupe Office 365. Par contre, c'est pas parce que vous créez un groupe Office 365 que ça va créer un Teams. C'est pour ça que vous n'avez pas de flèche qui remonte d'un groupe vers Teams. Dès que vous voulez rattacher un groupe existant dans Teams, il faut faire ça depuis l'interface de Teams. Il n'y a pas d'automatisation aujourd'hui chez Microsoft pour faire cela. Dès que vous créez votre Teams, comme j'ai dit, ça crée un groupe Office 365, ça crée un SharePoint, mais ça va aussi créer un Mailbox et un OneNote pour faciliter la collaboration entre équipes. L'email, c'est typiquement pour les conversations et les adresses email que vous allez recevoir pour votre groupe. Et le OneNote, c'est pour le partage d'informations via les réunions. Un petit bémol là-dessus, comme vous le savez, avec le Covid-19, malheureusement, on ne peut plus sortir dehors. Beaucoup de sociétés ont fermé et on travaille tous de la maison. Donc, Microsoft, au lieu d'avoir 12 millions d'utilisateurs par jour sur Teams, aujourd'hui a plus de 44 millions d'utilisateurs par jour, qui veut dire qu'en fait, Microsoft a dû faire un certain downgrade de certaines fonctionnalités pour assurer les bonnes performances pendant ces périodes difficiles. Et une des choses qu'ils ont downgradé, c'est la possibilité de faire un edit d'un OneNote depuis Teams. Donc, si vous voulez éditer votre OneNote, vous devez aller sur OneNote Online. Sur Teams, sur certaines régions, malheureusement, c'est pas possible. Vous voyez encore ici qu'il y a du Skype for Business. On utilise encore les artefacts de Skype for Business. Pourquoi? Un bête exemple, si vous voulez faire du PowerShell avec Teams, là, vous êtes obligé de passer par le Skype for Business PowerShell, parce que sinon, vous ne pouvez pas manager votre Teams via PowerShell. Dès que vous avez compris tout ça, que vous savez que voilà, dès que j'ai un team, j'ai un groupe et j'ai tout le tralala qui vient avec, vous pouvez étendre cette fonctionnalité avec du Flow, du Power Automate et même sortir de l'écosystème Microsoft, aller vers Google, Amazon ou Dropbox et ramener vos données qui sont là-dedans directement dans Teams pour pouvoir en fait manipuler ces données. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même aller créer votre propre application sur Azure. L'exemple que j'utilise souvent, c'est Notification Hub. Voilà, vous pouvez utiliser Notification Hub sur Azure pour pousser des notifications sur Teams ou sur votre application mobile ou les pipelines, créer votre outil de monitoring pour voir, pour gérer comment en fait votre Teams fait le jour d'aujourd'hui avec le nombre d'utilisateurs qu'on a. Donc ça, c'est un petit peu comment Teams fonctionne aujourd'hui. Mais quand on va voir en détail et qu'on descend encore plus bas, vous allez voir qu'en fait, l'architecture a changé un peu. C'est parce qu'en fait, on a la notion de private channels qui est rentrée dans notre vie. Et ça, je vais vous montrer en quelques secondes à quoi ça ressemble. Les private channels, c'est en fait un espace collaboratif dédié pour les personnes qui sont dans un team, mais qui sont spécifiques pour certains gens dans ce team-là. Supposez-vous qu'on a une équipe de 10 personnes, mais que moi et Gilles, par exemple, on veut un espace dédicacé pour travailler sur un sujet particulier et on ne veut pas que toute l'équipe le sache, voilà, je peux créer un private channel, mais ce private channel ne va pas utiliser le SharePoint existant, mais va créer un nouveau site SharePoint qui est malheureusement même pas géré par nous-mêmes. Donc, ça va être géré par Teams, qui veut dire qu'on ne peut pas y toucher pour faire des modifications, on ne peut pas rajouter document library, on ne peut pas rajouter des listes, on ne peut rien y faire, il faut juste le laisser vivre là-bas, c'est parce qu'il va contenir en fait les documents qu'on aura postés dans notre channel. Si on continue, on regarde en détail, quand je vous dis, en fait, ça consomme en fait les services d'Office 365, ça consomme les microservices de chaque service. Ça veut dire quoi? Quand je vous dis SharePoint, oui, c'est SharePoint, mais en fait, chaque fonctionnalité de Teams va utiliser le microservice de mon SharePoint. Un exemple, si je place des documents dans un team, ça va aller dans le SharePoint. Par contre, si je place des documents dans un chat, donc si je parle avec Gilles dans un chat, là, automatiquement, mon fichier sera stocké dans du OneDrive. Un autre exemple, c'est quand je fais une réunion avec l'équipe de Montpellier et que je décide d'enregistrer cela, ça va utiliser les artefacts de stream pour encoder et le ramener de renouveau sur Teams pour le montrer. Donc, effectivement, j'utilise vraiment chaque service indépendamment qui est connecté à mon Teams. Et la réponse de est-ce que je peux faire un backup de Teams, typiquement, on ne peut même pas y répondre parce que, comme vous le voyez, chaque fonctionnalité utilise des microservices à Microsoft 365 qui nous rend un petit peu la tâche compliquée pour faire des backups. Si on continue, vous allez voir ici pourquoi il y a une nécessité d'avoir Teams aujourd'hui. Si on met le Covid-19 de côté, qu'on dit mais pourquoi Microsoft, quand ils avaient Skype et quand ils avaient SharePoint et qu'ils ont toutes ces fonctionnalités qui sont là depuis des années, depuis 20 ans, Exchange depuis 22 ans, SharePoint depuis 18 ans, mais ils sont déjà sur le marché. Donc, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un hub pour collaboration? Tout simplement parce qu'on premises aujourd'hui, donc
typiquement les applications legacy qu'on utilise, ben, c'est devenu trop compliqué à gérer. Quand on voit la capacité de Teams de ramener des utilisateurs, external users, et de les utiliser avec une facilité comme on n'a jamais vu, ben, essayez de faire ça avec un SharePoint on-prem, avec du SharePoint 2019. Quand on pense aux certificats, au form-based authentication, au VPN, au token, etc., c'est juste inimaginable le nombre de boulots qu'on a en tant qu'admin SharePoint pour gérer ça. Et surtout les avantages que Microsoft donne aujourd'hui, comme le OneDrive, comme avoir 1 terabyte ou 5 ou même 25 terabytes de données. Il n'y a aucune organisation qui vous permettrait d'avoir autant de stockage gratuit dans son ensemble parce qu'il faut backuper ça, il faut pouvoir le restaurer, il faut pouvoir le maintenir. C'est juste du travail de ouf. Quand on voit les innovations de l'AI, du dev, le projet Cortex qui va venir très bientôt, SharePoint Space, un autre exemple, bah, tout cela, malheureusement, on-premises, ça n'existe pas. Donc, quand on voit l'innovation que Microsoft nous ramène, et quand on sait que nos applications, bah, voilà, c'est des anciennes applications, c'est de la legacy, et qu'on sait qu'un jour ou l'autre, on doit y aller vers cette nouvelle architecture, bah, on a besoin d'un hub, d'un emplacement qui nous aide, qui nous facilite la transition, qui nous facilite la collaboration. Bah, c'est là où on a eu l'idée de ramener Teams, qui nous facilite définitivement l'arrivée de notre transformation digitale. Teams, tout le monde parle de Teams, mais pourquoi Teams? C'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Et ça, c'est les avantages que moi, personnellement, j'adore. C'est le Extremely Fast Provisioning. Ça veut dire quoi? Dès que vous créez un Teams, ben, tous les artefacts derrière sont créés pour vous et vous ne devez rien faire. Il y a une personne qui commence chez vous dans l'organisation, vous créez l'utilisateur, vous assignez les licences et tout le fait est fait pour vous. Vous n'avez quasi rien à faire, rien à automatiser derrière, tout est fait pour vous. Dans le cas contraire, si vous allez dans une organisation qui utilise la legacy encore, ben vous vous dites, il y a une personne qui commence chez nous, ben, il a besoin d'une semaine, 2 semaines, le temps de créer son site, le temps de créer l'utilisateur, de faire le mot de passe, la mailbox. Ben, vous êtes parti pour la non-productivité pendant 2 semaines. Vous pouvez remplacer, votre FAQ, les questions qu'on pose régulièrement par des bots. Et ce qui est génial, juste génial, c'est le Anytime, Anywhere Access. Vous n'avez plus besoin de votre browser, de l'Internet, et vous êtes juste parti, vous avez accès à n'importe quel document où vous voulez. Attention, quand je dis Anytime, Anywhere Access, c'est bien un endroit sécurisé. Microsoft a bien confirmé à Ignite 2019 que si vous activez du MFA, donc du Multi-Factor Authentication, donc le fait d'avoir un deuxième secure question, genre un téléphone, du PIN, un appel, un SMS pour vous authentifier, ben, ça vous protégeait 99,99% des attaques. Donc, c'est un accès sécurisé de n'importe quel endroit que vous avez avec Teams, que vous pouvez avoir avec Teams. On sait qu'Ignite 2020 a été annoncé et on sait que Microsoft travaille énormément sur le sujet. On a été au MVP Summit, virtuellement MVP Summit, et j'ai assisté à pas mal de sessions sur Teams. Et le nombre d'annonces qui va venir, c'est juste phénoménal. Mais revoyons en quelques slides qu'est-ce qui a été annoncé par Microsoft et qu'est-ce qui est venu et qu'est-ce qui va encore venir. La première chose qui a été, ou la plus grosse des annonces qu'on attendait tous, c'était le private channels. Ça, c'est enfin venu. C'est le fait de pouvoir avoir des canaux qui sont spécifiques pour certaines gens dans un Teams ou dans le back-end, c'est toujours du SharePoint. C'est comme je l'ai dit, c'est un site SharePoint qu'on n'a pas le droit d'y toucher. On peut les avoir. Malheureusement, c'est que 30 private channels qu'on peut avoir par team. On pouvait avoir que 200 channels par team. C'est pas parce qu'on a maintenant 30 private channels qu'on a maintenant 170 standard channels. C'est juste 230 par team qu'on peut avoir. C'est juste pour vous rafraîchir en nombre de numéros. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous rajoutez des personnes dans un private channel, il n'y a pas moyen de convertir le private channel ou faire un standard channel. Il n'y a pas de transformation encore possible avec Teams. Ou encore, si vous décidez de votre team, automatiquement, la personne sera aussi partie de votre private channel. Des petites bonnes pratiques à vous donner. Ce qui malheureusement a été annoncé mais n'est pas encore venu, c'est le multi-window capability. C'est aussi encore une fonctionnalité qui vient de Skype, c'est d'avoir multiples pop-up d'écran pour avoir des chats, meetings, calls et documents pour pouvoir travailler sur multiples écrans. Le mauvais d'aujourd'hui avec Teams, c'est qu'on est forcé à utiliser le tout depuis un seul écran, mais ça va être, espérons-le, avant Ignite résolu par Microsoft. Ce qui a encore été fait par Microsoft, c'est le fait de pouvoir faire des pins, des channels, des canaux dans Teams. Si, comme moi, vous êtes membre de 150 Teams dans votre organisation, il est très difficile d'être productif
Ce que moi je fais, c'est que je prends les 10 plus importants canaux et je les pine au top pour être sûr de ne rien rater comme information et d'avoir un focus sur le travail que je dois finaliser dans l'organisation. Ce qui est nouveau, ce qui va débarquer très bientôt, c'est l'intégration avec Outlook. Donc, si vous recevez un email avec des objets en attaché, que vous devez collaborer sur ce document-là, ben, c'est fini l'époque de faire des forward et reply to all. Vous devez juste sélectionner votre team et votre channel et vous avez un bouton dans Outlook qui dit Share to Teams et vous pouvez juste forwarder votre email vers votre Teams et vous allez voir que le contenu, les documents, ainsi que le texte que vous avez écrit va apparaître dans le canal, dans le channel que vous avez sélectionné. Et c'est là que vous pouvez enfin commencer à vraiment collaborer et à utiliser les aspects de Teams. Et on oublie en fait l'espace dédicace pour les forwards et les reply to all dans Outlook. Pour ceux qui m'ont déjà écouté en real life, en français, ça fait très longtemps que je n'ai plus présenté en français, d'habitude je le fais en anglais, mais une des blagues que je fais souvent, c'est que je pose la question, est-ce que vous savez combien de engines de tasks on a dans Office 365? Ben, la réponse est 6, 7, 8 ou même 9, dépendant de la licence qu'on a. Et là, Microsoft, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben voilà, dorénavant, c'est plus l'utilisateur qui va aller chercher les tâches qui sont assignées à lui, mais c'est Teams qui va montrer toutes les tâches qui viennent de To-Do, de Teams, de Planner et d'Outlook automatiquement sur son écran. Donc, c'est fini l'époque où on devait vraiment aller regarder dans Wunderlist, dans To-Do, dans SharePoint, dans Planner, dans Exchange, etc. Non, à partir de maintenant, tout va venir sur votre écran. Espérons-le, encore une annonce qui a été faite avec Nike qui va venir très bientôt. Et la dernière, avant de passer en démonstration, c'est qu'à partir de maintenant, et ça a été aussi release et on pourra enfin le voir à la fin, c'est qu'on pourrait télécharger n'importe quelle application en fait en Power App, le télécharger et après l'uploader dans le App Catalog via le App Studio de Microsoft qui est gratuit. Je vous montrerai ça à la fin. Et on pourrait télécharger l'application, donc le Power App, via le App Catalog de Teams dans toute l'organisation et on pourra même le pin tout à fait à gauche pour pouvoir l'utiliser globalement dans l'organisation. Voilà, ça c'est un petit peu tout pour les slides. J'ai pas beaucoup de slides et on va tout de suite voir en démonstration. Mais là, je crois que je dois encore partager tout l'écran et pas que les slides. Donc, je vais annuler le partage. Et là, je partage tout l'écran. Gilles, tu me fais un petit signe si tu vois bien mon écran? Oui, c'est bon. Voilà, super. Ben voilà, vous voyez mon Teams. Ça, c'est un écran classique de Teams. Dès que vous allez intégrer une équipe qui utilise Teams ou que vous allez faire un rollout, l'administrateur, ben voilà, il est censé vous rajouter dans multiples teams que vous pouvez déjà avoir accès, que vous pouvez même utiliser. Ici, vous voyez, j'ai mes clients, j'ai les photos, j'ai mon intranet, j'ai mon regional director comme channel, et j'ai aussi encore un outil qui s'appelle Demo Site. Ça doit être fait par l'admin. Il doit vous rajouter automatiquement là-dedans. Mais si dans le cas contraire, qu'il ne vous rajoute pas dans un team, ici, tout à fait en bas, vous avez l'option de créer ou de rejoindre des teams. Très simplement, Microsoft Teams vous propose 3 choix. Vous pouvez créer une team, vous pouvez rejoindre une team avec un code, ou tout simplement, si un team a été créé auparavant et qu'il est public, donc il faut savoir qu'on peut créer des teams privés où là, l'administrateur est censé vous rajouter, ou encore créer des teams qui sont publics où tout le monde peut joindre n'importe quel team. Donc là, vous voyez, quand je clique sur Join a Team, tout à fait à ma gauche, vous allez voir que la IT Conference va venir ici et que là, automatiquement, sans même rien demander à quelqu'un, je pourrai commencer à collaborer avec mes personnes. Si j'ai pas de team et que je suis rajouté nulle part, je peux parfaitement, si vous avez les droits, hein, bien évidemment, si vous avez les droits, commencer à créer des teams. Pourquoi je dis si vous avez les droits? C'est parce que, comme je l'ai dit, chaque création de team dans le back-end va créer un Office 365 Group, va créer un SharePoint, etc., etc. Et après, pour l'admin, ça devient ingérable. Si tout le monde commence à créer 50 teams par jour, ben, j'imagine pas l'administrateur qui va se déchirer les cheveux parce qu'il n'arrive plus à gérer ça. D'accord? Donc, vous avez deux choix. Vous pouvez soit créer from scratch depuis le début, soit vous pouvez faire créer de forme. Vous vous rappelez que j'avais dit, il n'y a pas moyen dès que je crée un Office 365 Group, ben, il ne va pas créer de team. Ça n'a pas été automatisé par Microsoft. Par contre, vous avez l'option. Donc, si vous avez un standalone Office 365 Group, vous pouvez cliquer sur Office 365 Group. C'est ce qu'on appelle le Teamify. Donc, il va prendre votre groupe existant et le coller dans un team. J'ai pas d'Office 365 Group qui sont en standalone. C'est génial. Donc, je vais sur le team. Et là, il me dit, voilà, Gökhan, tu peux créer ton team à partir d'un team existant.
lequel veux-tu. Et ceux qui ont un cadenas à la droite, c'est ceux qui sont privés. Par contre, ceux qui n'ont pas de cadenas, c'est typiquement ceux qui sont publics. Et vous vous rappelez, le IT Conference était public, le public n'a pas de cadenas. Je clique là-dessus, et là, il va me dire, ben voilà, parfait, il n'y a pas de problème, tu peux créer ton team à partir de ce team-là, comme template. Beaucoup font l'erreur de ne pas lire en fait ce qui est écrit parmi les parenthèses. Et ici, c'est le message. Si les gens pouvaient juste lire ça avant de faire des templates, avant de créer leur team parfait avec des logos, avec des documents, etc., clairement, il est mentionné que les messages, les fichiers et le contenu ne vont pas être copiés. Si on met des tables ou des connecteurs, il faudrait les reconfigurer. Donc, s'il vous plaît, ne créez pas de team avec des templates, des logos, des HTML, des documents, parce que si vous faites une team qui est genre template IT, bon, il va rien copier, il va juste copier la structure de comment vous faites vos canaux, vos tables, etc. D'accord? Je reviens en arrière. Je reviens et là je dis, ben voilà, je ne veux pas créer quelque chose de from, mais je vais créer quelque chose from scratch. Et là, il me propose 3 choix. Ben, le public et le private, on sait, mais il y a un troisième qui est apparu, c'est le org white. Le org white, il n'y a que les administrateurs globaux de l'Office 365 qui peuvent créer ça. Pourquoi? Parce que dès que vous créez un org white, tout le monde, sans exception, mais vraiment tout le monde va rejoindre cette team-là. Et ça, c'est pour moi, et encore une fois, c'est pas quelque chose que Microsoft dit, mais ça, c'est moi qui le dis. Le org white, ça a les compétences que Yammer a pour les petites et mi-grandes organisations. Le Yammer est utilisé aujourd'hui pour les communications externes ou pour les grandes annonces. Supposez-vous que pour une organisation, vous avez un nouveau CEO qui commence, vous voulez faire une grosse annonce, ben voilà, vous utilisez Yammer. Par contre, avec le org white, ça a les mêmes compétences, ça ramène tout le monde dans une organisation, dans ce team. Donc, je pourrais parfaitement créer une org white avec un channel qui s'appelle annonce et faire mon annonce là-bas. D'accord? Attention, ça peut prendre jusqu'à 5000 personnes dans l'organisation et vous ne pouvez pas quitter le org white. Donc, en tant qu'end user, vous ne pouvez pas quitter. Il n'y a que l'admin qui peut vous sortir de l'org white. On va créer un public et là, je donne un nom. Donc, le mug Montpellier. Hop, je crée. Et là, dans le backend, il va créer donc mon Office 365 Group, il va créer mon SharePoint, il va créer le OneNote, il va créer, etc. Et là, il me demande, voilà, est-ce que tu veux rajouter des personnes dans mon groupe ou pas? Et là, je fais un skip, je rajoute personne. Et voilà, vous allez voir que mon team a été créé. Automatiquement, il me rajoute un premier channel qui s'appelle Général. Et malheureusement, ce channel, il est non modifiable, non extendable, non dilitable. Vous ne pouvez rien faire avec ça, sauf si ce n'est que l'utilité. Il y a une personne qui a juste allumé son micro. Gilles, tu peux juste le mettre en mute, s'il te plaît. Donc, comme je disais, vous ne pouvez pas le diliter, vous ne pouvez pas le modifier, vous ne pouvez quasi rien faire avec, sauf si ce n'est que l'utilité. Si je viens sur les 3 petits boutons de mon mug Montpellier, vous allez voir que j'ai plusieurs options ici. Donc, je peux faire un hide. Si je fais un hide, vous allez voir que en fait, le team va disparaître de mon Your Team et il va venir ici dans les Hidden Teams. Et là, je pourrais encore rattacher le Hidden Teams et là, je ne verrai plus les teams que je n'ai plus envie de voir. Il faut juste savoir une chose, je dois juste recliquer sur le show et là, mon mug Montpellier, il va venir ici. Il faut juste savoir une chose, que si vous n'avez pas d'activité pendant 45 jours, Microsoft Teams va automatiquement faire descendre n'importe quel team dans les Hidden Teams. Juste un petit détail. Là, je peux gérer ma team, je peux rajouter des channels, je peux rajouter des membres, très facile. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. On peut dorénavant avoir des tags dans n'importe quel team. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui a été rajouté il y a quelques jours ou quelques semaines, limite. Vous pouvez créer des tags pour toute personne qui utilise Twitter, Facebook, Instagram. Ben, vous connaissez ce que c'est un tag, c'est. Mais dans le milieu professionnel, donc je pourrais créer un tag et dire, ben voilà, les speakers du mug. Et je crée un mug speaker. Et là, je peux rajouter des personnes. Donc, je vais à Gokam, il est speaker du mug, donc je le rajoute là-dedans, je le crée là-dedans. Et dès que je fais un create, et là, il a créé mon tag qui s'appelle mug speaker. Ça veut dire quoi globalement? Que si je commence une nouvelle conversation dans un channel, je pourrais faire un @ et là, je pourrais dire mug. Et là, vous allez voir ici, j'ai une team, mug Montpellier, correct. Et j'ai aussi les mug speakers qui est un tag, je le vois du logo.
Et quand je clique là-dessus, ben voilà, je le vois en bleu. Hein, je peux taguer certaines personnes dans les conversations. Et supposez-vous que si j'avais rajouté Gilles, Joël, Jean, Baptiste dans ce tag, et si je leur dis hey, salut les gars, ben voilà, toutes ces personnes-là vont être notifiées. Voilà, Gokhan a écrit un message pour toi. Le seul mauvais de là-dessus, c'est que si je tag général, qui est donc mon channel, general, mais visuellement, il n'y a pas de différence. Vous voyez, c'est aussi en bleu, c'est exactement la même chose. Côté end user, côté productivité, c'est pas au top. Donc, ce que moi je conseille à mes clients, c'est que si vous voulez utiliser des tags, créez votre tag, mais mettez des hashtags devant. Pourquoi? Parce que maintenant, si je crée mon mug speaker et que je rajoute Gokhan là-dedans, et que je reviens dans ma conversation, et que je dis, voilà, je veux taguer mes mugs speaker, là, visuellement, j'ai quelque chose. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un hashtag devant et je sais que c'est un tag. Ça peut être une forme de gouvernance. Là, si vous ne mettez pas de hashtag, vous devez vraiment cliquer dessus ou même faire un hover dessus pour voir. Normalement, il est censé. Normalement, c'est un tag de membre là-dedans. Mais vraiment, si je ne clique pas dessus ou que je ne fais pas de hover là-dessus, j'ai aucune vue côté end user pour savoir ce que ça fait ici. Si je reviens sur les trois petits boutons de mon nouveau créé channel, ben, j'ai l'option de manager ma team, de voir ce que je peux faire. Et pour ça, peut-être que je vais utiliser un existant, c'est peut-être plus facile. Je vais aller vers le demo site. Et là, vous voyez en fait les owners et je peux voir les membres et les guests qui sont en fait dans mon organisation. La différence entre un member et un guest, le membre, c'est quelqu'un qui travaille dans mon organisation. Les guests, c'est ceux qui viennent d'une autre organisation. Ça peut être Adecco, ça peut être Hotmail, ça peut être Gmail, ça peut être Amazon, ça peut être Google. N'importe qui, quelqu'un qui est externe à mon organisation. Et c'est là que je peux rajouter des membres ou encore révoquer l'accès ou encore ramener des gens de membres vers Owner. C'est ici que je vois en fait la liste de mes canaux. C'est là que je les vois leur nombre et leur activité récente. Et je peux même revenir faire un restore. Donc, restaurer certains canaux, certains channels directement dans ma team. Donc, supposez-vous que ben voilà, j'ai le FCS que j'adorerais y revoir. Si je fais un restore, il me dit voilà, es-tu sûr de vouloir le restaurer? Je clique sur restore et vous allez voir que le FCS est revenu non seulement le channel, mais aussi le contenu. Le contenu ainsi que les messages reviennent directement avec le channel. Donc, il sauvegarde ça pendant, si je ne me trompe pas, c'est 14 jours, mais je dois encore vérifier. Maintenant que je vous le dis, ça peut être plus long, mais je crois que c'est 14 jours. Il sauvegarde ça avant vraiment le delete final. Si je reviens, c'est ici que j'ai les settings. C'est là que je peux en fait dire à mon team, ça c'est le logo, ben, ça c'est les permissions des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça c'est le guest. Ben, je vous avais dit, il y a des membres et des guests. Ben, vous voyez, les membres, ils ont beaucoup plus de droits que les guests, ce qui est normal. Vous pouvez enable ou disable le mention, mais ce qui est génial, c'est celui-là, c'est le team code. Chaque team a son code spécial pour en fait ramener des gens dans votre organisation. Le mauvais avec cela, c'est qu'on ne peut pas choisir son code personnel, c'est Microsoft qui décide sur le code, mais je peux parfaitement faire un reset du code et vous allez voir que le code a changé. Je peux donc juste copier ce code-là, revenir ici et après coller ce code-là pour rejoindre. Maintenant, ça va rien faire, mais il va automatiquement me pointer vers ce truc-là. C'est parce que voilà, j'étais déjà dedans. Mais vous pouvez copier, coller ce code et l'utiliser et donner aux membres pour rejoindre votre team. Vous avez donc les analytiques. Vous pouvez voir dans une certaine mesure certaines informations assez nécessaires comme le nombre de personnes, le nombre de messages, surtout la taille de votre SharePoint et l'usage de votre team. Vous pouvez modifier de 7 à 28 jours. Malheureusement, c'est assez limité, très limité. Vous pouvez toujours utiliser des services dans Azure pour voir beaucoup plus d'informations, mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est juste ça. Et dernièrement, et la toute dernière table, c'est qu'on peut voir les applications, les apps, qu'on va y revenir dans quelques minutes, comment les apps qui sont utilisées par votre team en entier et surtout par ce team-là. Et c'est là qu'en tant qu'admin, vous pouvez décider et dire, ben voilà, en fait,
le praise, je ne le veux plus, eh ben, je clique sur le praise et c'est là que vous faites une install de votre app et vous ne pouvez plus l'utiliser. D'accord? Si je reviens dans les trois petits boutons, ben, on peut aussi créer des channels. Et là, c'est là où ça devient très intéressant. Une fois qu'on sait comment gérer notre équipe, ben, voilà, c'est très simple. C'est là où on crée en fait l'information architecture. En français, je ne sais pas vraiment comment ça se dit, mais on peut donc commencer à créer des canaux, des conteneurs d'information, des conteneurs de collaboration dans Teams. Et là, je vais appeler ça Mug 1. Très simple. Et c'est là, en fait, où on peut choisir si c'est un channel standard ou si c'est un privé. On va aller pour du standard. Je veux que ce soit ouvert pour tout le monde et je veux que tout le monde puisse voir les documents qui sont dedans. Je veux vraiment que tout le monde puisse accéder à mes documents. Et chaque channel va avoir son propre ruban, comme on appelle dans SharePoint, où il y aura une expérience unique et unifiée avec SharePoint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les documents que je ramène dans le tab Files, ben, ça va aller dans le SharePoint, dans le backend. Comme vous voyez, ben, ça doit, pour ceux qui ont déjà utilisé SharePoint, très commun. Et je peux même faire un opening SharePoint. Et je peux parfaitement donc venir ici et rajouter un folder. Je vais peut-être pas le folder, je vais peut-être rajouter un document. Voilà, et je leur donne un nom, Gocam Doc. D'accord? Je crée mon document. Et là, le document va être créé. Ben là, je vais quitter l'expérience SharePoint pour venir dans Word Online. C'est parce qu'il va maintenant appeler les DLL de Word Online pour que je puisse éditer mon document. Je vais juste, pour faire très rapide, mettre un petit texte. Je clôt mon document. Et là, automatiquement, ça va être sauvegardé. Et là, vous allez voir, j'ai mon premier document qui est là-dedans. Génial. Ce qui va se passer maintenant, je vais créer un deuxième channel. Et je vais aussi l'appeler Mug1. Qu'est-ce qui se passe dans le backend? Teams va vérifier et dire, mais non, Gocam, tiens, tu ne peux pas faire ça parce que le nom existe déjà, ce qui est génial. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser alors un emoji, comme tout le monde le fait, comme on est tous cool et qu'on est tous baby boomers dans notre époque, on va tous créer des emojis. Ben là, typiquement, Teams me dit, ben, génial, Gocam, tu peux créer ce channel. C'est parce que voilà, j'ai le nom Mug et $1, donc c'est différent. Je le crée en standard. C'est très bien. Il me rajoute le channel dans ma team. Et vous allez voir, j'ai encore cette expérience unifiée qui est là. Et quand je viens dans Files, ce que vous allez voir, c'est choquant. Pourquoi? C'est parce que je vois un document qui s'appelle Gocam's Doc. Mais tiens, c'est bizarre, on n'a jamais créé ce document dans ce channel. Pourquoi est-ce que je vois ce document que j'ai créé dans le Mug 1? Bizarre. Donc, je reviens ici, je vais faire un deuxième test. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ce document. Je vais le rename et je vais dire Gocam Doc test. Je ne veux pas que ce document qui est spécifique à ce channel-là soit apparaître de l'autre côté. Donc, je reviens dans mon Mug 1 avec $. Je recheck le Files Experience et là, je vois que ce document a été modifié également. Qu'est-ce qui s'est passé dans le back-end? Quand j'ouvre SharePoint, dans le back-end, je vais juste m'authentifier s'il le redemande. Ah ben non, ça passe, c'est génial. Je reviens donc dans les documents. Il faut juste savoir que dans SharePoint, chaque channel est en fait un folder dans le Shared Document Library de SharePoint. Donc, dès que j'ai créé le Mug 1, ben voilà, il a créé un folder. Mais en fait, ce qui s'est passé dans le back-end, c'est que Teams, pour Teams, il n'y avait pas de problème d'utiliser le $, mais SharePoint n'a pas de $. Et donc, qu'est-ce qui s'est dit? Mug 1 existe déjà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que au lieu de créer un deuxième folder qui s'appelle Mug 1, je vais utiliser l'existant. Et c'est pour ça que je vois le même document à deux endroits différents. Et donc, si maintenant je crée un nouveau folder qui s'appelle test, 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 et que je crée mon folder, et vous allez voir, si je reviens dans mon Mug 1, le fichier, le folder, il apparaît là, et il apparaît ici aussi. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas su encoder le $ vers un caractère ASCII. Maintenant, on va créer un autre channel et on va l'appeler donc Mug 1. Encore une fois, il va dire Gocam, tu ne peux pas, ça a été déjà pris. Donc maintenant, je vais utiliser le petit cœur. Hein. On rajoute ça là-dedans. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, ben, vous pouvez vous dire, Gocam, tiens, pourquoi tu refais le même exemple? Parce que ça n'a pas fonctionné avec $. Pourquoi ça devrait fonctionner avec le cœur? Ah ben tiens, maintenant ça fonctionne. Tu traduire cœur et là,
Ah bah oui, d'accord, c'est cool. Bah Gokhan, maintenant ça fonctionne. Pourquoi? Parce que maintenant, si je reviens dans mon SharePoint et que je reviens dans mes documents, et là vous allez voir qu'il a su traduire le petit cœur et il a su créer mon folder avec le petit cœur à côté. Donc, à faire très 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 attention dans votre gouvernance également de ne pas créer de confusion euh, quand vous faites vos tests avec Teams. Je reviens dans mon Teams. Si je ajoute un nouveau channel, mais cette fois-ci, je vais le nommer Mug 2. Et là, au lieu de faire du standard, je fais du privé. Là, comparé aux expériences qu'on a vues auparavant, il va me demander de rajouter des gens. Je ne peux rajouter les gens qui sont déjà dans mon Mug Montpellier. Je ne peux pas rajouter des personnes qui viennent de Customer, de Picture, d'Intranet ou de autres. Ça ne peut être que les gens qui sont depuis ce team-là. Je veux rajouter personne, je veux que ce soit pour moi-même. Je skip. Et là, vous allez voir que j'ai mon channel qui apparaît avec un petit cadenas pour dire que c'est du private. Ce qui est génial avec ça, j'ai la même expérience dans Files, donc je vais voir du SharePoint, mais quand je clique sur du SharePoint, c'est que l'équipe SharePoint derrière a modifié l'interface et j'ai quelques petites modifications qui me montrent que, ben voilà, attention, ce folder, ben voilà, il est connecté à Teams. J'ai un nouveau bouton qui apparaît qui me dit, ben, tu peux aller vers les conversations ou je peux tout de suite aller vers le channel qui est dédicacé pour ce folder-là. Encore une fois, et je répète, ne faites, s'il vous plaît, pas de modifications sur ce site parce que chaque 4 heures, Teams va vérifier le site SharePoint et s'il voit que vous avez fait des modifications là-dessus, il va tout écraser et ramener sa propre configuration sur ce site-là. Ce site-là, pour vous dire, il n'est même pas accessible aux administrateurs via l'admin central. Il faut utiliser du PowerShell pour pouvoir le manager. Quand je reviens, quand je reviens sur mon mug ici, ben voilà, j'ai mes canaux, j'ai mug 1, mug 2, mug 3, etc. Ben ici, j'ai pour chaque channel, j'ai un différent tab. C'est en cliquant sur ces tabs que je peux rajouter des connecteurs, des applications depuis Office 365, hein, c'est les premières 3 lignes, ou encore je peux choisir des connecteurs qui viennent en dehors de l'écosystème Microsoft et je peux même ramener du contenu, des applications tierces pour pouvoir les utiliser dans mon team. Pour faire très simple et pour vous montrer une que j'ai appris la semaine passée, voilà, vous pouvez utiliser le Document Library très simple. Ben, vous pouvez soit utiliser un site qui est dans votre environnement ou ramener un lien hardcodé. Ben, pour faire très simple, ben, je vais prendre Jarvis comme site. Et là, supposez-vous, ben voilà, j'ai mes documents que je veux voir. Je clique, je donne un nom et automatiquement, il va me créer une tab au top ici. Et là, je pourrais voir donc tous mes documents qui sont dans la Document Library. Ça veut dire quoi? Que si je reviens dans General, ben là, dans le tab, vous n'allez pas le voir. Pourquoi? Parce que chaque channel a son propre ruban. Ce qui est nouveau et c'est que j'ai appris la semaine passée, c'est que si vous cliquez dans SharePoint, ben, avant, il était possible de ramener que les pages et les listes du SharePoint qui étaient liés au groupe Office 365. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai vu la semaine passée. Mais il est possible de ramener même des listes et des pages qui ne sont pas depuis ce SharePoint. Donc, supposez-vous que vous avez une autre team, donc Customer par exemple, qui est liée à son SharePoint, ben, je peux prendre une page, je peux prendre une liste de ce SharePoint et le montrer dans Montpellier. Donc, si je clique sur News, ici, je veux dire, je vais prendre cette page. Et là, voilà. Là, voilà. Si je prends les news, ben voilà, je clique sur les news et voilà, la news va avoir un nouveau tab avec les news qui va apparaître ici. Le seul problème avec ces connecteurs-là, c'est que c'est du one-way. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les modifications sont faites dans SharePoint et après, l'interface est répliquée dans Teams. D'ici, par exemple, vous ne pouvez pas rajouter des nouvelles news. Il faut vraiment aller depuis SharePoint, rajouter la news pour le faire ramener ici. Malheureusement, c'est du one-way, c'est depuis SharePoint vers Teams que c'est montré. Si je reviens dans mon General, ben, je peux commencer n'importe quelle conversation. Je peux écrire ici Hello, comment tu vas? D'accord? Et ce que beaucoup de personnes vont faire, ils vont répondre à la question en commençant un nouveau thread. Good and you. Ce qui est horrible, vraiment horrible. C'est très moche de la part de Teams parce que, voilà, l'UX n'est pas fait pour ça.
Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le reply ici et qui commencent tout de suite une nouvelle conversation. Il faut vraiment utiliser le reply to all ici. Et ce que je dis moi à mes clients, c'est que si vous ne voulez pas avoir de 150 traits différents qui est commenté par jour, utilisez toujours le petit bouton format ici pour commencer votre discussion avec un titre. Ici, j'ai une question. Right? Vous pouvez commencer avec un titre. Et là, vous pouvez dire, ben voilà, posez votre question. Je mets du texte pour gagner du temps. Et là, vous pouvez même rajouter des emojis, des gifs, même des applications comme Wikipédia. Je peux venir dans Wikipédia et faire une recherche dans Wikipédia et je peux dire, ben voilà, je cherche par exemple une question sur l'HTML. Voilà, HTML. Et ben voilà, j'ai les résultats qui viennent du Wikipédia et je peux même ramener du contenu du Wikipédia dans mon thread. Et là, si je fais du post, eh ben là, c'est déjà vraiment beaucoup plus visuel, beaucoup plus attractif pour parler et pour y répondre. Si je clique sur du format, ben, vous voyez que je peux faire une nouvelle conversation ou une nouvelle annonce. Et là, dès que je fais une nouvelle annonce, ben, typiquement, ben, je peux mettre un headline, comme ici, New CEO, ben voilà, il y a un nouveau CEO qui commence. Je peux ramener une image depuis l'extérieur, ou je peux même ramener, choisir une différente couleur. Ben, ce que moi j'adore, c'est par exemple cette couleur-là. Et là, je dis, voilà, Gilles et le PDG. Et là, je mets le texte, par exemple. Et ce qui est génial, ben, il y a des moments où on adore la collaboration, mais il y a des moments où on ne veut pas vraiment de collaboration, on veut juste faire une annonce. Et là, typiquement, c'est cette option-là qu'on pourrait choisir et dire, ben voilà, ben, soit tout le monde peut répondre et peut avoir des commentaires sur cette annonce-là, ou soit je dis, ben voilà, il n'y a que moi et les modérateurs qui peuvent y répondre. Et là, au lieu de faire CEO new je peux dire fired CEO, ben on vient de virer le CEO. Pour éviter que les gens commencent à spéculer et à poser des questions du pourquoi et du comment, je peux parfaitement faire ça et dire, ben voilà, il n'y a que les modérateurs qui peuvent y répondre. Et là, les end users n'auront même plus le choix d'y répondre, ils ne vont même pas y voir. Cette option-là, Posting Multiple Channels, c'est quelque chose que moi j'ai vite utilisé. C'est parce que ça me fait penser à Reply to All dans Exchange. Donc, si vous choisissez cette option, ben, vous allez voir, ben, je suis dans le mode general. Donc, il me ramène ma channel automatiquement là-dedans. Mais si je sélectionne Select Channel, ben, je peux choisir, en fait, dans Mug Montpellier, de faire cette annonce dans chaque channel. Ce qui paraît génial. Donc, hein, quand je fais ça, waouh, je balance la nouvelle. Et dans chaque channel, ben, vous allez voir que Gaucan a fait une annonce. Ben, ça vous fait gagner du temps. C'est génial. Et depuis le petit icône qui est juste là-bas, je peux même voir où ça a été annoncé. Mais le problème avec ça, c'est que supposez-vous qu'il y a quelqu'un qui est très content du CEO Gilles qui s'est fait virer, alors il est très content. Le problème, c'est que ces commentaires-là ne sont pas répliqués parmi les autres channels. Vous allez voir que le commentaire que Gaucan a mis, parce que Gilles s'est fait virer, ben, il est juste disponible sur ce channel-là. Il ne va pas être répliqué à d'autres endroits. Ce qui est génial aussi avec Teams, et là pour ça je dois venir sur un ancien existant, c'est que vous pouvez avoir, quand je clique ici, faire appel à des bots, l'Intelligent Bot Framework, comme je disais. J'ai créé un petit bot ici. Et ne me demandez pas pourquoi le nom. Le nom il est très compliqué, c'est juste pour faire des tests. Mais on utilise ces bots chez des clients pour éviter les FAQ, les Frequent Asked Questions. Et on ramène des bots pour ramener de l'intelligence dans notre Teams. Une des questions, par exemple, ce qu'on a fait chez des clients, c'est qu'on a demandé au helpdesk quelles sont les top 10 des questions les plus demandées et on les a mis dans une bot. Et pour vous montrer un exemple, je pourrais lui poser une question pour dire What is the capital of the USA? Donc, je lui pose une question qui est peut-être pas capitale pour l'organisation, mais c'est juste pour vous montrer l'intelligence qu'il y a derrière. Donc, le Q&A bot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de comprendre ma question, il va intercepter la question, il va voir dans sa registre ou dans sa base de données, est-ce que j'ai une réponse pour cette question? Et là, il va me répondre, this is the capital. Et là, je pourrais encore lui répondre, quelque chose qui me tient au cœur. Je pourrais encore faire appel à mon bot et dire, how sexy is Gaucan? Est-ce que Gaucan est vraiment sexy? Et là, vous allez voir, en moins de quelques secondes, il va répondre. Pourquoi? Parce qu'il le sait. Il sait que Gaucan est très sexy, donc il n'a même pas eu le temps de réfléchir, c'est qu'il a tout de suite répondu. Blague à part, c'est juste que pour la première question, il a besoin de 5, 10,
voire limite même 20 secondes pour y répondre. Mais une fois que la moulinette elle est lancée, ben, il a besoin de quelques millisecondes, voire quelques secondes pour répondre à vos questions. C'est très simple, en fait, pour pouvoir l'utiliser, il y a un site que vous devez remember, retenir, un site à retenir. Donc, c'est le Q&A Maker, Q&A c'est un service qui est en fait sur Azure, c'est du Cognitive Services. Vous devez juste créer une knowledge base, une base de données, un registre, et vous posez simplement vos questions et vos réponses, et vous pouvez accéder et utiliser ce bot tout de suite là-bas. Je vais vous montrer, ça me tient quand même à cœur, on a quand même encore facile 15 minutes, donc ça je vais vous montrer, même si je sais que c'est lent. Du Q&A Maker est lent pour l'utilisation, mais c'est juste du génial. Donc, vous voyez ici, donc je peux créer une knowledge base, ou encore je peux venir dans my knowledge base, dans mes propres knowledge base, et je vais vous montrer les questions que j'ai posées et les réponses que j'ai données pour pouvoir les utiliser dans Teams. Et je vous dis, j'ai fait tout ça sans code. Donc, un end user qui a les accès nécessaires donnés par l'administrateur pourrait parfaitement faire un sign-in sur QAMaker.ai, créer sa propre base de données, soit le publier lui-même sur Teams, soit demander à l'administrateur de créer ça sur le Teams. Là, je vais pas, voilà, there we go. On a notre knowledge base qui est là-bas. Et là, il va maintenant prendre toutes les questions. Vous vous rappelez, what's the capital of the USA? Ben, ça, c'est la question. Et ça, c'est donc la réponse qu'il donne. Et le How sexy is Gokhan, il est là. Et ça, c'est la réponse. Je pouvais parfaitement dire what about Paolo et il m'a redonné ces questions là-bas. Ce qui est génial, c'est qu'on peut même donner des alternate phrasing. On peut dire, voilà, where can I find my colleagues? Ou juste colleagues. Et là, le bot, dès qu'il voit le mot colleagues, ben, il va me donner cette réponse. D'accord? Je peux faire mon bot, je peux sauvegarder et l'entraîner. Et une fois que je l'aurai publié, j'aurais pas dû cliquer là-dessus, j'ai été trop vite. Donc, une fois que je le publie, ben, il va dire, est-ce que tu es sûr de prendre ces questions et de le ramener vers ton bot? Je dis oui, c'est génial. Et là, il me donne le postman. Ben, ça, c'est trop du dev, mais pour faire très simple, si vous avez les droits, ben, il va automatiquement vous prendre vers l'Azure Portal et vous montrer les spécificités de votre bot dans Azure. Donc, ça c'est mon bot et je vous montre encore deux petites choses et après j'arrête là. Ce qui est génial, c'est que voilà, je peux voir des analytiques, ce que je trouve très important, c'est parce que c'est là que je vois les questions qui sont posées, le nombre de fois que le bot a été consulté, etc., par combien d'utilisateurs, par où, etc. Et ce qui est super important à savoir, c'est que voilà, moi je les ai publiés tout de suite dans Teams, mais on peut aussi utiliser ces bots-là dans Facebook, dans Slack, dans Skype, mais aussi dans Cortana. Et c'est là où on parle de la collaboration, comme dans les films. Quand moi j'étais enfant, quand j'avais 18 ans, je voyais les humains parler contre des machines et je rigolais. Maintenant que j'ai 20 ans de plus, je me dis, ah mais tiens, en fait avec Cortana, je pourrais parfaitement dire Hello Cortana, qui est relié à mon bot, le capital de US, et que Cortana me poste la réponse sur Teams. C'est là où on va en fait, et c'est là où on voit la capacité, l'intelligence du cloud, c'est qu'on peut avoir notre bot qui est lié à notre Cortana avec notre Teams, et je devrais juste parler avec Cortana pour avoir une réponse qui vient tout de suite de mon Q&A Maker. Si je reviens si on arrête de parler de visionnaire et qu'on parle de ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est génial avec Teams, c'est que ça a aussi du DLP. Donc, ici, je vais juste vous montrer, si je retrouve, ben voilà, ici, un code. Si vous avez une carte de crédit, vous pouvez parfaitement aussi dans DLP, et ça vous prend, je crois, 3 minutes pour créer une règle DLP dans Office 365. Vous pouvez dire, ben voilà, dès que tu vois une carte de crédit avec un expiry date, ben voilà, tu dois le bloquer. Et personne ne doit pouvoir montrer ça dans Teams. Et vous voyez, il me montre un message, il me dit, voilà, ça a été bloqué, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que vous définissez votre policy. Ben, soit vous permettez aux gens de faire un override de terme, donc ils peuvent écraser votre bloc et le publier avec une justification, ou simplement ils peuvent juste le publier, ben voilà, même pas de justification, ou même, il y a encore une troisième option que moi j'ai retirée, vous bloquez juste l'accès, et s'il y a un email qui est envoyé à l'admin, et c'est l'admin qui décide, cette information peut être montrée ou pas. Donc c'est super génial aussi.
Dans les options ici, ben, tout à fait en bas, vous avez l'option le Meet Now et c'est là que vous allez voir, je fais un hello, et c'est là que vous allez voir ma tête parce que là, on va basculer vers l'expérience. Hello, c'est là qu'on passe, et là je vais juste faire un petit désactiver, c'est là qu'on passe vers l'expérience de vidéo, hein, où on peut commencer à faire des réunions dans des channels. Et là, je donne un sujet, je dis, voilà, Mug Speaker Gift, j'attends un cadeau de Gilles parce que je présente, un petit message que je donne ici. Donc, ici, vous avez le Meet Now, l'expérience de Teams que je pourrais avoir. Je ne vais pas vous raconter comment le voice fonctionne, mais une des choses que moi j'adore personnellement, c'est celui-là. Le whiteboard. Le whiteboard, c'est quoi? C'est une application qui a été rachetée par Microsoft, rachetée ou faite, je ne sais plus exactement, mais ça a été incorporé dans Teams. Ça permet de la réelle collaboration entre équipes. Pourquoi je dis ça? Avant, quand on avait Skype for Business ou Skype tout simplement, ou encore Link, c'est moi qui présentais et vous ne pouviez que écouter et voir ce que je présentais. L'avantage avec Whiteboard, c'est que si moi je dessine quelque chose, comme ici, hein, que les personnes qui écoutent, ben, ils peuvent eux parfaitement aussi écouter ce que je dis, mais aussi dessiner avec moi. Donc c'est là où on a une forme de collaboration qui vient avec Teams. Le truc avec ça, c'est que, imaginez-vous, ben voilà, j'ai ma database qui fait une connexion vers le cloud ou vers le data center, et que je me dis, voilà, ma réunion, c'est fini. Mais pas tout le monde a su venir, en fait, à ma réunion. Il y a eu un blocage, ben voilà, mon CEO qui devait venir n'a pas su venir. Ben lui, typiquement, il pourrait alors ouvrir l'application Whiteboard, même pas sur Teams. Donc, supposez-vous, il n'a pas de Teams, ben, qu'est-ce qui va se passer dès qu'il aura accès à Whiteboard? Vous allez voir dans quelques secondes, il y aura un petit carré rose qui va apparaître. Ben voilà, il est là. C'est que Whiteboard a compris qu'il y avait un nouveau meeting qui avait eu lieu. Il va télécharger le contenu du tout dernier meeting, 14h51, 14h52, c'est correct. Et là, il va me dire, ben voilà, regarde, en tant que CEO, ben je peux voir ce que mes gars ont décidé malgré mon absence dans Teams. Je clique là-dessus et j'espère que ça l'ouvrira. Parce qu'avec Teams, c'est d'un intensif. Ben voilà, ça l'ouvre, c'est génial. Je minimalise mon écran, je ramène ça en plus petit. Et là, vous allez voir, j'ai mon joli dessin que j'ai fait ici. Et là, mon CEO, il pourra parfaitement répondre. Il pourra même faire ça. Et c'est ça, et c'est là la magie de Teams avec les AI. OK, c'est depuis 1995, on pouvait faire ça. Ce qui est génial avec Teams, avec Whiteboard, c'est que ça utilise de l'AI, de l'intelligence artificielle. Et donc, dès que je clique sur ce petit bouton là-bas, il va prendre mon image et il va automatiquement le transformer dans un whiteboard. Et là, en tant que CEO, je pourrais dire, ah, oh les gars, c'est pas bon, on ne doit pas aller là-bas et on doit vraiment faire au mieux parce que, voilà, je ne sais pour quelle raison, on a eu une grosse pique de vente et je pourrais alors utiliser d'autres trucs, comme vous voyez ici, pour continuer mes dessins, etc., etc. C'est là où on arrive à une vraie collaboration, qu'on peut continuer à collaborer sur un document depuis multiples devices. Quand je quitte ici et que je reviens sur mon channel, maintenant qu'on parle de collaborer sur multiples documents, c'est qu'ici, ben, vous voyez, je viens sur le MOOC Montpellier, dans les files, j'ai un petit document que je venais de créer qui s'appelait... ah mais non, mais ça, je ne pourrais même pas montrer parce que je suis en... Ah non, ça, je ne pourrais pas montrer. Bon, je voulais vous montrer simplement le co-authoring, mais ça, je ne pourrais pas vous montrer parce que j'utilise le web version. Ok, c'est pas grave. On y reviendra une autre fois. Donc, je continue. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser les options. Supposez-vous, ben voilà, vous travaillez dans une grosse organisation. Vous avez multiples offices, une à New York et une à Paris ou à Montpellier. Et votre collègue en anglais vous écrit ce petit message là-bas. Dog, hamburger, coca. D'accord? Il vous écrit ce petit message là-bas. Ben vous, votre anglais n'est pas suffisant malgré ces mots-là. Vous dites, ben, je ne comprends pas. Vous pouvez utiliser le petit option Translate. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah tiens, il n'a pas traduit. Bah, c'est normal, c'est parce que de l'anglais vers l'anglais, on ne traduit pas. Supposez que vous, maintenant, en tant que Français, vous vous dites, ben voilà, salut, je suis à Paris et je ne comprends pas ce que tu dis. Vous pouvez créer un texto en français.
Et si là, vous cliquez sur le petit texte et vous faites du translate, là, il va comprendre que vous voulez traduire du français vers l'anglais. Et là, il pourra enfin traduire votre mot Hi, I'm in Paris and I don't understand what you're saying. Donc, il a bien su comprendre votre texte. Il a su traduire ça avec Azure Translation Services en anglais. Tout ça pour vous dire que de l'anglais vers une autre langue, ça ne fonctionne pas. Donc, vous ne pouvez pas traduire un texte qui est en anglais vers le français, mais du français ou du turc ou de l'albanais ou de l'hongrois ou du japonais ou du ch'ti, n'importe quelle langue, bon, le ch'ti, je ne sais pas, mais ça passe dans n'importe quelle langue vers de l'anglais. Ce qui est génial, c'est aussi l'Immersive Reader, hein, l'option que vous voyez ici, l'Immersive Reader. Quand je clique là-dessus, ben c'est une application qui a été ramenée depuis l'EDU, donc l'éducation, pour les élèves que Microsoft utilisait. Ben, je vais juste faire un type de tous les types qu'il me donne. Ben là, très simplement, ben, j'ai 3 panes ici où je pourrais dire, ben voilà, je sélectionne la taille de mon texte, je choisis le font, je choisis les thèmes, rien d'innovant. Je peux choisir les nouns, les verbes, les adjectifs, les adverbes, etc. Rien d'impressionnant. Mais c'est là où ça devient très impressionnant, c'est le Picture Maker, Picture Dictionary. Si vous ne comprenez pas ce que votre collègue anglophone vous dit, vous pouvez cliquer sur le document, ou sur le document, sur le mot, et il va vous donner en fait une illustration de ce que ce mot veut dire. Quand je clique sur hamburger, il me donne l'illustration de ce qu'un hamburger veut dire. Si je clique sur coca, il ne comprend pas. Mais pour les mots qui sont dans la langue, dans la littérature anglaise, que tout le monde utilise, là, ça le comprend, mais par exemple, le coca, il ne va pas le comprendre parce que dans multiples langues, c'est Coca-Cola, Coke. C'est pas du vrai anglais, il ne va pas le traduire, mais là, il va bien comprendre ce que je dis, il va les traduire. Ce qui est génial aussi, c'est que je pourrais traduire n'importe quelle phrase, n'importe quel document, conversation, d'une langue vers une autre. Donc, si je veux le traduire en turc, et je veux pas mot par mot, mais je veux tout le document, là, il va utiliser encore de l'Azure Translation Services, et là, vous allez voir que mon texte de bonjour, je suis de Paris et je ne comprends pas ce que vous me dites, ben, il l'a parfaitement traduit en turc. J'espère qu'il y a un turc parmi les auditeurs, comme c'est comme confirmé, c'est bon. S'il n'y a personne, ben voilà, tant pis, vous devez me croire. Dernier exemple, et on n'a plus que 3 minutes et je vais vraiment faire au mieux. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est que voilà, votre Teams, ben, on peut, vous savez, ben voilà, il y a du SharePoint derrière, il y a de l'Exchange derrière. Et comme je l'ai dit, vous pouvez aussi aller créer votre propre application avec les bots, mais je ne vous ai pas parlé de Power Apps et Flow. Ce qui est génial avec Teams, c'est que vous pouvez alors maintenant, hein, depuis Power Apps, créer une application Canva, hein, ou Canvas en anglais, et alors faire appel à un flow et publier des messages dans Teams. Donc, ce que nous, on fait, par exemple, chez les clients qu'on a, ben, qu'on crée des formulaires de feedback. Donc, on demande aux gens, depuis leur iPad, de donner du contenu. Donc là, je vais dire mug feedback. Et là, je crée mon application. Très simple, Power Apps va me ramener dans Power App Designer et je pourrais donc créer mon application pour demander du feedback aux attendus, au personnel et je vais publier chaque feedback que je reçois dans mon team, dans un certain channel. Comment on fait ça? Très simple, vous avez donc votre Power App ici. Très simple, je rajoute un petit bouton ici et je suis vraiment pas la bonne personne pour faire du bon design. Donc, je vais vraiment utiliser des gros boutons comme ça ici. Et je vais dire, ce bouton-là, ben, en fait, il y a une action. Hein, ici, je sélectionne sur action. Et je dis, ben, cette action va provenir de Flow, donc de Power Automate. Là, il me dit, Gokhan, mais tu as déjà certains flows qui existent. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que tu veux créer un nouveau? Mais moi, je dis, ben, je veux un nouveau. Donc là, je quitte. Donc, je viens de Teams. J'ai été vers Power App. Maintenant, je quitte l'expérience Power App pour venir chez Flow. Et là, automatiquement, il me propose quelques templates. Ben, en fait, vous pouvez choisir n'importe quel template. Hein, si voilà, vous voulez envoyer un approval email et faire un follow-up, ben, c'est génial. Moi, je vais prendre le plus simple parce que je veux créer mon application moi-même. Donc, et là, il n'a pas fait. Ah oui, parce que je ne suis pas sign in. Donc, je vais m'authentifier. Et là, voilà, j'ai un autre écran qui vient. Là, il va vérifier maintenant avec le token si j'ai bien le droit à utiliser. Vous voyez, il fait son petit check. Et dès qu'il dit, voilà, Gokhan a le droit d'utiliser Flow et Power App, pas de problème. Il me montre ça. Maintenant, je suis dans le designer de Flow. Ben, je lui ai dit, ben, moi, je veux utiliser le template. Je m'en fous de ce qu'il y a derrière. Donc, je supprime cette action. Donc, simplement, j'ai plus rien. J'ai juste
le flow qui est relié à mon Power App. Donc, je rajoute une nouvelle step et je dis, ben voilà, je veux voir, montre-moi tout ce que tu as de Teams. Dès que je clique sur Teams, vous allez voir, j'ai énormément d'options, de triggers pour Teams. Et il y en a un que j'utilise souvent, c'est Post Message V3. Donc, je veux envoyer un message vers un team. Et là, le team tel quel, là, encore une fois, il vérifie avec le compte que je suis connecté pour voir sur quel team il veut connecter, le mug Montpellier. OK, d'accord, sur quel channel? Là, il va aller lire les channels qu'il y a dans mon mug Montpellier et j'espère, voilà, il a trouvé le mug 1, mug 2, mug 3, ben, je veux le general. Et là, je vais poster un message. Ben, vous pouvez soit poster du message générique, la session était, je peux ramener une session statique, donc écrire le message, faire ça en bold, faire ça, je sais pas, en underline, statique. Et là, j'ai aussi l'option de faire Ask in Power App. Je peux aussi demander de l'information dans Power App. Donc là, je sauvegarde mon flow. Ça ne devra pas prendre beaucoup de temps. C'est un flow qui est assez simple. Donc, j'envoie juste de l'information statique et dynamique. Je sauvegarde. J'espère qu'on va voir save. Voilà, ça a été sauvegardé, c'est génial. Je reviens dans mon designer et là, automatiquement, le flow que j'ai créé est apparu. Donc, je clique là-dessus. Et là, il va rajouter, vous voyez le adding, il rajoute le flow sur ce bouton-là. Mais là, dès qu'il l'aura rajouté, il va me donner une erreur. C'est parce qu'il dit, voilà, Gokian, c'est génial, tu as du données statique, mais tu as aussi non, tu as du statique et tu as du dynamique. Donc, il faut que tu me donnes quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un texte et on va dire, voilà, c'est du label, on ramène ici. Et supposez-vous que ça, c'est le champ pour remplir des informations. Et je dis, ben voilà, génial. Je mets la valeur géniale là-dedans. Et là, je reviens sur mon bouton, je clique. Et là, je dis, ben voilà, la donnée dynamique vient de mon label 1, point. Je veux que tu prennes le texto, le texte qui est écrit sur ce label et que tu m'envoies. En haut, je clique sur Play, j'appuie sur le bouton, vous allez voir que ça va prendre quelques secondes, le temps de lancer le flux. Et si je reviens sur mon mug Montpellier, je reviens dans General, vous allez voir, la session était géniale. Voilà, j'ai dépassé de 2 minutes, un petit peu à cause de la faute de Gilles, c'est parce que c'est lui qui a pris le temps de me présenter. J'espère que vous avez appris au moins une chose aujourd'hui sur les channels, sur le bot services, sur comment utiliser et ramener de la dynamique avec Power Apps et Flow. Ce fut un long talk d'une heure. Gilles, s'il y a des questions, n'hésite pas à me les poser. Alors, ouais, merci, c'était super intéressant et plein de choses, en effet, qui sont vraiment à savoir, c'était cool. Alors, il y a en effet quelques questions. Alors, je vais prendre celle qui me paraît importante par rapport à une qui paraît importante par rapport à ce que tu as dit. Donc, il y a une question de Florent qui dit est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas bloquer le reply lorsque l'on part entre multi-channel? Ça a coupé. Répète-moi la question, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut pas bloquer le reply lorsqu'on le partage entre multi-channel? Le reply all, donc j'ai un channel ici, on peut commencer une conversation, je fais format. Donc ici, que ce soit une conversation ou que ce soit une annonce, dans les deux cas, je peux bloquer en fait la réponse des end-users. Et je peux juste dire, bon, voilà, avec les modérateurs et moi-même qu'on peut répondre, que ce soit annonce ou nouvelle conversation. Dans les deux cas. Ok, après, je reprécise la question aussi parce qu'il en a mis une autre à la fin. Si je le partage en plusieurs channels, est-ce que le paramétrage est maintenu sur tous les channels? Effectivement, c'est une fois que vous l'aurez défini ici, il va sauvegarder les mêmes paramétrages parmi les différents channels que vous aurez postés. Je confirme. Ok. Et après, on avait aussi même une question de Joël qui demandait en fait, est-ce que par activité, on entend une activité que l'on fait nous ou n'importe qui dans l'équipe? L'activité qu'on voit dans notre channel, comme ou l'activité qu'on voit ici. De quelle activité est-ce qu'on parle?
Alors, attends, le contexte, je ne l'ai pas. Ah, sans contexte, activité. Ou si elle peut, si c'est Joël Ruel qu'on connaît, elle peut se Non, unmute alors, attends, avant. donc, c'est bon. On l'a. Concernant le fait que les équipes sont masquées 45 jours sans activité. Ah, sans Sont activité, mas- voilà. Donc, sans activité, c'est pour tout le monde. Donc, que ce soit moi ou d'autres personnes qui sont dans le team. Donc, s'il n'y a pas d'activité pendant 45 jours dans un team, bah, ça va venir automatiquement dans la hidden team. Mais si vous ou votre collègue ou n'importe quelle autre personne fait quelque chose dans ce team-là, bah, le compteur va être mis à zéro. C'est pas que vous, c'est tout le monde. Ok. Une autre question qui arrive aussi. Donc, est-ce qu'il y a moyen de purger les postes? De purger les postes. Purger les postes. Oui, oui et non. En tant qu'admin, oui. Mais après, vous allez, par exemple ici, si je purge ce poste-là, et par purger, c'est bien déliter, hein, purger en français. Euh, Purger, alors peut-être que Pascal peut préciser. Purger, Parce que moi, pour genre, moi, oui, enfin, oui, purger, supprimer, oui, tout à oui, fait. c'est déliter. Mais là, vous allez voir que vous allez avoir this message has been deleted par tout le monde. Donc tout le monde va voir qu'il y a un message qui a été purgé. Ok, et ça, il n'y a pas moyen de Non, le j'ai beaucoup supprimer, ce message. cherché. C'est horrible, hein. Par exemple, si vous faites une grosse annonce, voilà, vous purgez cette annonce-là aussi. Et là, voilà, ici, ce qui est génial, bah, ça je t'ai pas dit, mais on peut faire delete de ces 5 channels-là. Je delete. Mais là, tu vas voir, il garde ça, this may have been delete. Et si je reviens dans Mug 1, avec le petit cœur, euh, ici, c'est parti. Je les ai plus. Ça, c'est bien. Mais par contre, si à l'endroit où allez, qu'est-ce qu'il fait? Par contre, à l'endroit où je l'ai fait, il reste. Et ça, je sais même pas dire si c'est un bug ou pas, mais l'endroit où je l'ai fait, hein, j'ai fait le delete, ben, il est là. Par contre, des autres endroits, il disparaît. Donc, je sais pas si c'est un bug ou si c'est by design, mais a priori, à 99% des cas, vous allez voir un petit message qui dit This has been deleted. Et je crois la raison, c'est parce qu'on peut faire un undo. Et quand je fais un undo, vous allez voir que le message il va revenir. Donc, à tester les multiples scénarios. Mais par défaut, il y a un petit message qui apparaît qui dit This message has been deleted. Ok, après, alors, on a une autre question qui est en train d'arriver. Comment faire pour que lorsqu'un mail est envoyé à une Teams, tous les membres le reçoivent dans leur mail individuel? Euh, bah, tu fais un forward dans leur mail individuel. Le truc, c'est que, voilà, quand il y a une conversation, typiquement ici, hein, vous avez l'option de faire share to Outlook. Hein. Donc, supposez-vous, ben voilà, il y a un email qui est venu, un email avec quelques documents, ben, vous faites un forward vers votre team, et depuis Team, ben voilà, vous avez la possibilité de faire un share to Outlook. Et là, vous pouvez ramener cette expérience et dire, ben voilà, cette conversation, je le veux dans Outlook, et là, je pourrais l'envoyer via l'interface ou via Flow, hein, vous pouvez automatiser ça via Flow, ça, j'ai pas de problème, et de dire, ben voilà, je veux le renvoyer à telle personne, ou encore mieux, chaque channel, en fait, a son adresse email ici. Et là, vous pouvez dire, ben voilà, je clique sur mon mug, là, il a créé mon adresse email et j'ai mon adresse email et je peux prévoir des scénarios pareils. Mais je ne comprends pas trop le business case de forwarder un email vers un team et de team le forwarder vers la boîte mail à tout le monde. Donc, l'idéal, c'est de bypasser à leur team, c'est de faire un forward vers tout le monde. Donc, à discuter en offline, quel est le use case derrière pour au mieux comprendre le scénario. Ok. Au niveau des questions, il n'y en a plus qui sont en train d'arriver. Donc, si jamais il y a encore une ou deux questions, c'est maintenant ou jamais dans le chat. Voilà, pendant que les gens sont en train d'écrire des questions, j'ai aussi un petit cadeau. Pour toute personne qui était là, ben, j'ai un e-book que j'ai écrit sur Teams qui fait 70 pages, je crois. Il est gratuit, il est pour vous. Ça, c'est l'adresse, l'URL. Vous pouvez le télécharger, l'utiliser. Ça parle concernant l'intégration avec SharePoint, avec les private channels en détail et surtout les fonctionnalités que j'ai pas montrées aujourd'hui. Vous pouvez les retrouver là-bas pour avoir une vue dans l'ensemble de Teams
C'est gratuit, c'est pour vous, faites-en bon usage. Ok, ben je pense qu'on est bon. Gökhan, je te remercie beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment bien, c'était vraiment chouette. Pour tous ceux qui sont là, c'était notre première expérience en Meetup Online. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir participé. On est très content que vous ayez répondu présent à notre meeting online. On va essayer d'en refaire un dans un mois sur un autre sujet. On n'a pas encore décidé. Après, comme d'habitude, hein, si, comme on vous dit régulièrement, si vous avez des envies, des sujets, si vous voulez présenter des choses, il y a pas de souci. Je pense que le prochain sera encore en mode online. Et puis, comme le fera marquer Joël aussi, donc la session est enregistrée, donc on va mettre à disposition l'enregistrement. On vous fera une communication au niveau du meetup. Et puis voilà. Donc on vous remercie bien. On vous souhaite une bonne après-midi. Et merci d'avoir été présent à ce meetup. Merci Gökhan pour ton temps. Merci pour ta présentation. C'était vraiment bien. C'était cool. Merci à vous. Un dernier mot, Gökhan? Comme on dit en anglais, stay safe, stay home and wash your hands. Restez bien, restez chez vous et lavez vos mains. C'est le dernier mot que je pourrais dire. Merci à vous tous. Merci, bon après-midi.